Là, le Tourneau 2350, la plus grosse chargeuse sur pneus au monde. J'ai besoin qu'on resserre ces chaînes le plus vite possible. J'ai de la terre à pelleter. T'as qu'à descendre pour nous donner un coup de main. Des carrières sont en jeu à la mine de cuivre Ray, en Arizona. C'est une course contre la montre. Une seule machine peut les tirer d'affaire. Le F-60, le plus grand pont transporteur au monde. Suite à son abandon de l'énergie nucléaire, l'Allemagne a besoin d'énormes quantités de charbon pour répondre à la consommation énergétique du pays. Le Viking, un véhicule blindé amphibie tout-terrain. C'est l'instrument parfait. L'escadron de transport blindé des Royal Marines se prépare au combat. Le désert de l'Arizona. Les températures atteignent les 45 degrés. On peut difficilement trouver un environnement de travail plus rude. Mais sous ce sol dur et sec se trouvent des richesses extraordinaires. Nous sommes à la mine Ray. S'étendant sur 4000 hectares, c'est une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert au monde. Allez, plus vite que ça! Billy Skaggs fait partie des 800 ouvriers qui doivent lutter quotidiennement contre les éléments afin d'extraire du cuivre sur ce terrain inhospitalier. Les gens qui regardent ce paysage ne voient qu'un désert. Moi, quand je regarde ces montagnes, je vois de l'argent. La mine est la principale source d'emploi de la région. Sans la mine, les villes de la région mourraient à petit feu. Les richesses de la mine sont difficiles d'accès. La chalcopyrite, enfouie dans le sol, contient 35% de cuivre. Mais elle est disséminée dans la terre et la pureté du minerai extrait ne dépasse pas les 0,5%. Si la mine veut produire suffisamment de cuivre pur pour assurer son avenir, elle doit extraire des centaines de milliers de tonnes de roches chaque jour. Tout incident qui force l'arrêt ou ralentit la production menace la survie de la mine. Chaque fois qu'un engin s'arrête, on perd de l'argent. À la mine Ray, les problèmes sont monnaie courante. Les 3 pelles mécaniques PMH 4100 de la mine sont capables de soulever plus de 100 tonnes de minerai en une seule fois. Mais leur entretien est un véritable cauchemar mécanique. Lorsqu'une défaillance terrasse un de ces mastodontes, il n'y a qu'une machine dotée de la puissance nécessaire pour sortir la minerai du gouffre. La chargeuse sur pneus, le Tourneau 2350. Poids, 258 tonnes. Volume du godet, 40 mètres cubes. Ces roues de 4 mètres de diamètre sont les plus grandes au monde. À ses commandes, Eric Duarte. Conduis la plus grosse chargeuse au monde. J'ai le métier dont rêvent tous les enfants. La 2350 est la plus grosse chargeuse sur pneus au monde. Sa mobilité tout-terrain lui permet de se rendre partout où il y a des ennuis pour charger d'énormes camions et ainsi assurer la productivité de la mine. Elle poursuivra le travail d'excavation jusqu'à ce que les mécaniciens arrivent à réparer les pelles mécaniques. La chargeuse L2350 est géniale. Lorsqu'une crise survient, Eric et la chargeuse viennent à la rescousse de la mine. Il est 6h30 du matin. Steve Winkelmann, le directeur de la mine, rassemble son équipe. La 7 est toujours en panne, la 21 aussi. La chaleur torride de l'été engendre des problèmes autant chez les hommes que les machines. Hier, un employé a souffert d'un coup de chaleur. Il faut rester vigilant. Les conditions extrêmes mettent la production en péril, mais le seuil de rentabilité n'est pas régi par la météo.
La mine doit produire. Pour être rentable, les ouvriers doivent extraire 250 000 de tonnes de roches chaque jour. Dans ce domaine, si on n'aime pas la pression, on finit par craquer. Les pelles P&H 4100 pesant 1250 tonnes chacune peuvent extraire plus de 10 000 tonnes de minerai à l'heure. Mais même ces monstres mécaniques n'arrivent pas à extraire le minerai de la dure paroi rocheuse. Ils ont besoin d'une réserve toujours renouvelée de fragments de cuivre pour s'alimenter. Et c'est à 7 h du matin qu'on les nourrit. À la minerai, le repas des monstres provient de l'explosion de la surface rocheuse. Votre attention, s'il vous plaît. L'explosion de Mineral Creek aura lieu dans 3 minutes. Le travail est interrompu tandis que la roche est truffée d'explosifs. Explosion! En 0,3 secondes, 300 tonnes de roche sont propulsées dans les airs. Le petit déjeuner est servi. Maintenant que la paroi rocheuse est écroulée, Patrab et sa pelle P&H 4100 mettent les bouchées doubles pour atteindre l'objectif de 250 000 tonnes. J'adorais jouer dans la terre quand j'étais petit. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais le jeu de Pat prend fin plus tôt que prévu. Je crois qu'on a un petit problème. Pat s'arrête immédiatement et appelle l'équipe de maintenance. Un bloc de roche a abîmé le bras de la pelle. Du coup, la capacité de production de la mine est réduite de 25%. On va rassembler une équipe qui va tenter de remettre la pelle en état de marche. Les soudeurs sont appelés pour effectuer la réparation, mais ils ne travaillent pas assez vite pour Billy. Hey! Allez! Plus vite que ça! S'ils veulent reprendre la cadence, il lui faut une machine puissante. Et il en a besoin tout de suite. Les Royal Marines, la crème de la crème. Cette force d'élite est le fer de lance des forces armées britanniques. On les envoie partout à travers le monde où les conflits éclatent. Leur mission les oblige à affronter toutes sortes de terrains, de climats ou d'ennemis. Ils ont besoin d'un véhicule qui soit à la hauteur. Le Viking. Depuis 2006, ce véhicule blindé est engagé face aux talibans en Afghanistan. Il a conduit les troupes d'élite au front et quand les choses tournaient mal, il a pu les évacuer rapidement. Poids 11 tonnes. Moteur 285 chevaux. Vitesse maximale 65 km/h. Grâce à ses 4 chenilles en composite Kevlar, il peut franchir pratiquement tous les terrains. La neige, le sable et même les pentes les plus raides ne peuvent l'arrêter. Lorsqu'il arrive devant une étendue d'eau, ce transporteur amphibie poursuit sa route comme si de rien n'était. Le Viking, un héros tout-terrain taillé pour le combat. L'équipage comprend l'instructeur en chef et sergent Cy Culking, vétéran des Royal Marines, avec 15 ans de service. La fiabilité de ces véhicules est phénoménale et son rôle dans l'accomplissement de nos missions est essentiel. Le caporal et instructeur Lloyd Fenner, un vétéran d'Afghanistan, surnommé le Barjo par les membres de son équipage. Ce véhicule m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois et je peux en dire autant de mes équipiers. Imaginez le feu de la bataille. Lorsqu'on se retrouve sous les tirs des lance-roquettes et qu'on voit le blindé arriver, on est tous d'accord pour dire qu'il nous sauve la vie. Aujourd'hui, Cy et Lloyd Fenner forment de nouvelles recrues qui iront bientôt au front en Afghanistan. La réussite de ces entraînements est primordiale pour rester en vie sur le champ de bataille. Le rôle de l'escadron de transport blindé des Royal Marines consiste à protéger les commandos qui se dirigent vers la ligne de front ou qui en reviennent. C'est un véhicule qui répond à nos besoins au moment opportun. La nuit, quand on franchit un estuaire, ou le jour, quand on parcourt des terrains incertains. C'est l'instrument parfait. Il fait exactement ce qu'on attend de lui.
Lors d'une mission, le premier défi consiste à atteindre le champ de bataille. Aujourd'hui, il se trouve à une distance de 160 km. Pour les nouveaux équipages, c'est un examen de conduite éprouvant. Les Vikings se mettent en route. Ils progressent rapidement grâce à leur moteur diesel de 5,9 litres. Mais ces véhicules blindés sont conçus pour le champ de bataille et non pour la route. Le minuscule pare-brise à l'épreuve des balles restreint considérablement le champ de vision du conducteur. C'est pour cela que chaque véhicule poste un soldat en hauteur pour diriger le conducteur. La communication est cruciale. Continue, amorce le virage à droite. Les apprentis conducteurs réussissent leur premier test et après 4 heures de conduite difficile, ils approchent du champ de bataille. Mais ils doivent d'abord franchir un obstacle, la rivière Ta. Elle coule sur 72 km et se termine par un estuaire d'une largeur de 750 mètres. Réputée pour avoir les marées à la plus grande amplitude du pays, la Ta connaît des écarts de profondeur allant jusqu'à 6 mètres. Cette rivière tumultueuse risque de mettre à dure épreuve les apprentis pilotes, mais ils doivent savoir affronter de tels obstacles s'ils veulent conduire le Viking sur le champ de bataille. Le caporal Smudge sait à quel point la rivière peut être dangereuse. Il y a un important courant d'arrachement. Il a emporté un de ses blindés l'an dernier. Le Viking est un véhicule amphibie, mais ce n'est pas un bateau. Le risque de sombrer est bien réel. Et certains pilotes montrent des signes de nervosité. Les chenilles du Viking sont couvertes de sillons de 11 mm de profondeur. Au sol, ils assurent une meilleure adhérence sur terrain glissant et dans l'eau, ils servent de pagaie en propulsant le blindé. Mais si les éléments se déchaînent, aucun véhicule amphibie ne peut se mesurer à la puissance des vents et des marées. Si on évalue mal le courant de marée, la puissance du véhicule n'a plus d'importance, parce qu'il est confronté à quelque chose qui ne peut pas être maîtrisé. Il pourrait y avoir une infiltration d'eau dans le véhicule et il pourrait couler. Avant d'amorcer la traversée, les nouveaux font des essais dans la partie peu profonde pour se familiariser avec la façon de manœuvrer le véhicule au milieu des vagues. Mais le vent se lève et l'instructeur Sai Culking est inquiet. La vitesse du vent augmente, et si ça continue comme ça, on va être obligé de reporter l'exercice. Quelques minutes seulement avant la traversée, Sai leur lance un nouveau défi. Il simule une panne du Viking de tête. Il dérive, impuissant, au milieu de l'estuaire. Au combat, cette proie à découvert serait une cible de choix pour les tirs ennemis. S'il ordonnait une tentative de secours, Sai mettrait un autre Viking en péril. Mais en mer, la décision sensée est d'appeler un poids lourd à la rescousse. L'aide vient sous la forme d'une barge de débarquement. Le navire s'approche, lance un câble et remorque le Viking en détresse jusqu'à la berge. Mais les vents et la marée s'intensifient de minute en minute et la traversée des véhicules amphibies est annulée. Il ne leur reste plus qu'à accepter l'aide de la barge de débarquement pour traverser la rivière et atteindre le champ de bataille sain et sauf. Mais même assisté, la traversée est loin d'être une partie de plaisir. Pour les conducteurs de Viking, la barge de débarquement est un objectif difficile parce qu'elle tangue et dérive au gré des courants agités. Le risque principal, c'est qu'il y ait une défaillance mécanique. Sai, l'instructeur en chef, se trouve à l'arrière du Viking d'où il évalue la progression. Au dernier moment, le conducteur appuie trop fort sur l'accélérateur et heurte violemment la rampe d'embarquement. Bord. On vient de percuter le LCU. Sai s'en tire avec quelques égratignures, mais en situation de combat, la responsabilité du Viking est de transporter les Marines en toute sécurité. Les recrues de Sai devront rectifier le tir.
Jensfeld, en Allemagne. La centrale thermique de Jensfeld produit à pleine capacité. Suite à la catastrophe de Fukushima au Japon, les réacteurs nucléaires de toute l'Allemagne sont en passe d'être démantelés. Ces champs d'éoliennes tentent de répondre à la demande, mais ils sont nettement insuffisants. Le nucléaire fournissait 23% de l'énergie nationale, ce qui signifie que les générateurs de Jensfeld ont besoin d'une ration quotidienne de 80 000 m3 de lignite pour répondre à la demande. Une équipe de mineurs dévoués travaille 24 heures sur 24 à son extraction. Mais cette source d'énergie vitale est profondément enfouie sous des millions de tonnes de sol dur. Pour extraire 1 m3 de lignite, il faut retirer 100 m3 de terre. C'est un travail d'excavation qui dépasse l'entendement. Et voici l'excavateur nécessaire. Le F-60, le plus grand pont transporteur au monde. Il a été conçu expressément pour cette tâche au plus fort de la guerre froide par le régime communiste de l'Allemagne de l'Est. Poids, 30 000 tonnes. Équipe, 25 personnes. Longueur, 600 mètres. Il est dirigé par Ingo Herzog. Il a plu. Il y a de l'eau partout. Le contremaître s'appelle Thomas Bukatz. On a un petit problème. Il est 5h30 du matin et l'équipe de jour est prête à passer à l'action. Le trajet en autobus jusqu'à la mine est tortueux, mais on ne choisit pas ce travail si on veut se la couler douce. Thomas Bukatz, le contremaître, subit une énorme pression pour extraire l'immense réserve de lignite qui alimentera Berlin et ses environs. Pour parvenir à approvisionner la centrale de Jensfeld et sa ration quotidienne de 80 000 m3 de lignite, l'équipe de mineurs doit d'abord creuser sous 150 000 m3 de terre. L'extrémité productive du F-60, ce sont les 3 bras excavateurs qui ramassent assez de terre à la minute pour remplir une piscine. Ils creusent sans arrêt le long d'une tranchée de 4 km afin d'atteindre la zone où sera extrait le lignite. Chacun des bras mécaniques place la terre pelletée, qu'on appelle stérile, sur le gigantesque pont transporteur. D'une longueur de 600 mètres, son réseau de courroies de caoutchouc transporte les stériles à plus de 30 mètres dans les airs pour ensuite la déposer à 4 endroits sur le sol où la lignite a déjà été extraite. Après 1 heure de travail, le F-60 progresse bien, mais Ingo reçoit un appel de ses hommes sur le terrain. Droit devant, l'équipe de mineurs a laissé un conteneur près d'un des excavateurs. Il se trouve maintenant dans la trajectoire du F-60. La seule solution consiste à relever le bras excavateur suffisamment haut pour éviter l'obstacle. Une jungle de câbles d'acier soulève le bras excavateur comme s'il s'agissait d'une marionnette d'acier de 1000 tonnes. Mais il se déplace trop lentement et il risque de toucher le conteneur. Robert Anderfer, le conducteur, envoie un technicien sur le terrain. Il a besoin d'une personne au sol qui saura le guider au centimètre près. C'est son unique chance d'éviter l'obstacle sans devoir mettre le F-60 à l'arrêt. Les leviers électriques qui soutiennent les câbles du bras excavateur ne sont pas conçus pour supporter une telle charge. Ils poussent des crissements de protestation, tandis que Robert leur commande de soulever le bras. Lentement, le bras excavateur se soulève.
Il va falloir retirer ce truc de là. Thomas ne peut qu'observer. Si le bras n'arrive pas à l'éviter, il se fracassera contre le conteneur en acier. Au dernier moment, Robert se rend compte qu'il n'est pas assez haut pour éviter le conteneur. Il dirige le bras vers le côté et évite la collision de justesse. La F-60 a évité la catastrophe, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Malgré sa taille et sa puissance, ce titan a tout de même un talon d'Achille. Un seul bloc de roche au mauvais endroit serait comme un grain de sable dans l'engrenage. Robert Anderfer doit vérifier constamment qu'il n'y ait aucune grosse roche. Mais la pluie de la veille a formé des mottes de terre. Ces morceaux pourraient dissimuler les roches capables de causer d'importants dégâts aux convoyeurs. Robert doit être vigilant afin de détecter le danger à temps. Le sol est dur. La machine a du mal. Mais un gros morceau échappe à sa surveillance et se faufile dans la machine. On a un problème. L'objet a heurté l'immense chaîne qui soutient les pelles de l'excavateur. La capacité d'excavation du F-60 est réduite d'un tiers. Thomas est dans le pétrin. La marée et les vents déchaînés ont coupé court à une tentative de traverser à bord d'un blindé amphibie des Royal Marines, le Viking. Les novices ont éprouvé des difficultés à maîtriser leur véhicule malmené par la mer agitée. Mais ces soldats doivent être prêts pour le champ de bataille d'ici quelques semaines. Saï, leur instructeur, décide donc de corser l'exercice en mettant ses hommes au défi de traverser dans l'obscurité totale. On sera dans l'obscurité la plus totale. Ils devront se fier aux silhouettes et aux ombres. Ça crée davantage de confusion parce que vous devez toujours anticiper. C'est une situation problématique pour les soldats. À 21h, c'est la tombée de la nuit. Des conditions idéales pour simuler les opérations furtives que doivent exécuter les Royal Marines. Sous un ciel sans lune, les Vikings se placent le long de la berge. La journée a été dure pour les recrues, et le caporal Jim Johnston, dit le psychopathe, sait qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Quand le temps s'en mêle, qu'il y a des nuages, de la brume, de la pluie, les soldats sentent davantage la fatigue. Ils sont moins alertes et ils risquent de faire des erreurs. Pour cette opération nocturne, les Vikings seront déployés sur un Landing Craft Utility, aussi appelé un LCU. Premier Viking en route. Le vaisseau les attend à 100 mètres de la côte. Les Vikings s'engagent prudemment sur les flots agités. Un soldat équipé de lunettes de vision nocturne est posté sur le Viking et reste aux aguets. Tandis que son équipier aux commandes se fie aux caméras thermiques fixées à l'avant du Viking. Alors qu'ils approchent de la barge de débarquement, ils doivent réunir tous leurs efforts pour aligner le Viking avec exactitude. À l'aide des indications à surimpression sur l'écran de la caméra thermique, 2 des équipages parviennent à conduire leur véhicule sur la barge sans incident. Mais la plateforme en mouvement est une cible difficile. Et l'une des équipes est en difficulté. À la minerai, une explosion qui avait pour but de détacher le cuivre de la roche a provoqué un éboulement qui a endommagé une des pelles mécaniques. Le choc l'a mise hors d'usage. L'objectif d'extraire 250 000 tonnes de minerai semble irréaliste. On se dirige vers la machine.
L'équipe de réparation est déjà sur les lieux. On va aller jeter un coup d'œil et évaluer les dégâts. Il n'y a plus qu'une machine qui puisse sauver la mise de Bill. La chargeuse, le tourneau 2350, est la seule machine capable d'égaler la puissance de la pelle mécanique. En appuyant sur l'accélérateur, Eric fait tourner le moteur de 3300 chevaux à pleine capacité. Avec 30 fois plus de puissance qu'une voiture ordinaire, Eric franchit la distance en temps record. Mais le sol rocheux de la mine est rude pour tous les véhicules. Je crois que j'ai une chaîne trouée. Ici la chargeuse 96. J'ai un problème avec ma chaîne droite avant. Les roues de la chargeuse, d'une valeur de 70 000 €, sont recouvertes de 30 mètres de chaîne d'acier, ce qui leur assure une meilleure adhérence pour la conduite en conditions extrêmes. Le sol rocheux a réussi à perforer la chaîne. Nate et Steve, les mécaniciens, s'occupent immédiatement du problème. Mais Eric sait que le travail d'extraction est interrompu pendant qu'on attend la chargeuse. J'ai besoin qu'on resserre ces chaînes le plus vite possible. J'ai de la terre à pelleter. T'as qu'à descendre pour nous donner un coup de main. On va te prêter les outils, viens nous aider, bande. Vous en les gars. Fichez-moi la paix. Sachant que les carrières sont en jeu, la pression pour réparer la chargeuse est intense et la tension devient palpable. Les nombreux problèmes à la minerai ont occasionné beaucoup de retard. Au centre de contrôle de la mine, Brandon a les yeux rivés sur l'horloge. Chaque fois qu'un véhicule s'arrête, on perd de l'argent. La seule façon d'assurer la survie de la mine, c'est d'atteindre l'objectif quotidien. Malgré les conditions difficiles, on ne peut pas faire exception à la règle. Lorsqu'on assure la production, on garantit la survie de la ville. Sans la mine, ce serait une ville fantôme. Dans la matinée, les températures atteignent des records de chaleur. Le mercure indique 50 degrés. On perd de l'argent, alors il faut reprendre le travail le plus vite possible. À l'arrivée d'Eric et de sa chargeuse, le front de taille est désert. La pelle est toujours immobile. C'est impératif qu'on déplace cette terre. C'est une course contre la montre. La 2350 doit égaler la quantité de travail abattu par la pelle en panne. Elle remplit sa pelle de 30 mètres cubes à pleine capacité. C'est ce qu'on préfère. En la voyant remplir un camion après l'autre, on voit qu'elle vaut largement son prix de 3 850 000 €. La chargeuse poursuivra son travail ici aussi longtemps que nécessaire. Il faut s'assurer que les matériaux soient bien équilibrés dans la pelle, parce que sinon, c'est la catastrophe assurée. Le tombereau utilisé à la minerai, le Liber 282, est un des plus gros au monde. Même pour un conducteur chevronné comme Lonnie McNavage, ce n'est pas facile de manœuvrer un tel véhicule le long des chemins abrupts de la mine. C'est un peu comme conduire une petite maison. Dans la mine, Eric et sa chargeuse tournent à plein régime. Malgré la pelle hors d'usage, l'écart qui les sépare de l'objectif quotidien diminue. Ils remplissent un camion après l'autre et des milliers de tonnes de roches sont transportées vers le concasseur. Mais alors que tout semblait se combiner parfaitement, un orage estival venu de nulle part éclate. Le jour s'assombrit et les nuages masquent le soleil. En quelques minutes, la mine se transforme en une baie de boue. Pour Lonnie, manœuvrer un camion de la taille d'une maison devient pratiquement impossible. Les routes sont boueuses, on risque facilement de faire basculer le camion. Dans ces conditions, chaque virage représente un danger potentiel. Un seul dérapage pourrait l'envoyer s'écraser dans le décor. C'est une situation cauchemardesque et soudain, le cauchemar devient réalité.
L'engin de l'ONI dérape dangereusement. Suite à cet incident, toutes les opérations minières sont suspendues. Heureusement, l'orage passe et aucun blessé n'est à déplorer. Le soleil de midi sèche rapidement la terre. Lors de son dérapage, le camion de transport a subi une crevaison et il bloque maintenant la rampe qui mène au concasseur. Le changement de pneu va encore coûter un temps précieux. Billy aurait pu se passer de ce pépin supplémentaire. J'avais vraiment pas besoin de ça. Bon, merci vieux. L'équipe a pris beaucoup de retard. Il lui reste encore plus de 160 000 tonnes à dégager. Eric et sa chargeuse sont débordés de travail. Ce n'est plus la pluie qui lui pose problème, mais la chaleur. Le sable soulevé par l'orage vole dans les airs. Et les vents soufflent des nuages de poussière à l'intérieur de la mine. Toutes les conditions sont réunies pour provoquer des problèmes mécaniques. La chaleur, la poussière et le temps sont tous des facteurs importants. Pour rattraper le temps perdu, Eric pousse la chargeuse au bout de ses limites. Mais même cette puissante machine n'est pas à l'abri des conditions difficiles. Et soudain, la voilà qui s'arrête. Je crois que j'ai une fuite de liquide hydraulique. Je vais devoir appeler les mécaniciens. La chargeuse a besoin de 1400 litres de liquide hydraulique pour lever et abaisser son godet. Une fuite l'empêche de fonctionner et il manque encore 100 000 tonnes pour atteindre l'objectif quotidien. Il y a plus de 100 millions d'années, une grande forêt préhistorique a été ensevelie sous 100 mètres de terre. Le bois s'est fossilisé et s'est transformé en lignite ou charbon brun. Maintenant que l'Allemagne a décidé de fermer ses centrales nucléaires, la production de lignite est devenue la priorité numéro 1. Mais un objet dans la chaîne a forcé l'arrêt de la plus grosse machine minière au monde. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne a l'air d'être bloquée, non? Thomas Bukatz, le contremaître, doit trouver une issue à cette crise. Il rassemble ses techniciens pour élaborer une solution. On ne peut pas utiliser la force brute, de crainte d'endommager davantage la chaîne coincée. Après quelques minutes, Thomas et ses techniciens ont trouvé une solution rapide. Ils vont tenter de débloquer l'amas de terre en injectant de la graisse sous pression. Thomas est anxieux. La pompe de graissage est habituellement utilisée à des fins de lubrification et n'a jamais été soumise à si dure épreuve. L'amas finit par se désintégrer dans le flux d'huile sous pression. Thomas peut ordonner la remise en marche de la machine et se remettre à creuser. Les 3 excavateurs sont maintenant en service. On a débloqué la chaîne, ça refonctionne. Le F-60 retire la terre qui recouvre le lignite à une vitesse phénoménale. Après un début difficile, ils ont accompli près de la moitié du travail de la journée, soit 150 000 mètres cubes. Mais après 2 heures de travail, Ingo remarque quelque chose d'anormal. Les détecteurs du convoyeur ont décelé un passager indésirable et quel qu'il soit, il se dirige vers le cœur de la machine à 30 km/h. Genschwald, en Allemagne. À la mine de Genschwald, un objet mystérieux s'est frayé un chemin à l'intérieur du convoyeur de la F-60. S'il s'agit d'une pierre, elle pourrait détruire le système du convoyeur. Ingo ordonne l'arrêt complet du tapis roulant.
Dani, l'opératrice, se précipite pour évaluer les dégâts. Les nouvelles sont mauvaises. Ingo, c'est la cata. La pierre a créé un trou béant dans le tapis roulant. Sans le système de convoyeur, l'excavation doit être interrompue. Sans excavation, il n'y a plus d'extraction. Et la centrale doit s'arrêter. Je l'ai sous les yeux, là. Le tapis est gravement déchiré. Mais Ingo sait que le F-60 a près de 4 km de courroie de caoutchouc à sa disposition. S'il arrive à rediriger la terre du convoyeur déchiré vers 2 courroies auxiliaires, le travail pourra reprendre, au moins jusqu'à la fin de la journée. Pour mettre son idée en pratique, ils doivent remettre le convoyeur abîmé en marche. Une fois en mouvement, Dani pourra soulever la courroie auxiliaire de 3 mètres et y transférer la charge. Ce n'est pas le processus normal, mais Ingo n'a pas le choix. Dans 1 heure, Thomas rencontrera le directeur de la mine pour lui présenter le bilan de la journée. Dani enclenche la manœuvre de redirection et la terre est déviée sur le convoyeur auxiliaire. Le F-60 reprend du service. 1 heure seulement après sa remise en marche, il doit être arrêté à nouveau pour que l'équipe suivante puisse prendre le relais. Thomas, le contremaître, va présenter les résultats de la journée au directeur de la mine. Les cadres ne sont pas intéressés par les problèmes mécaniques. Ils ne s'intéressent qu'à la rentabilité. Avec un total époustouflant de 160 000 m3 de terre pelletée, c'est-à-dire suffisamment pour remplir le Royal Albert Hall de Londres 2 fois, le F-60 a excédé l'objectif quotidien de 10 000 m3. Thomas annonce la bonne nouvelle à ses collègues. C'est bien d'atteindre ces objectifs, mais les dépasser, c'est encore mieux. Si le F-60 continue de creuser à ce rythme, ce vestige de la guerre froide va produire suffisamment d'énergie pour tenir toute l'Allemagne au chaud. Un des Vikings, un blindé amphibie, a failli percuter le côté de la barge de débarquement. Quelques centimètres de plus et le conducteur du Viking aurait endommagé son véhicule et le vaisseau qui transporte toute l'unité. Il est 2 heures du matin. La barge de débarquement atteint la berge et les Vikings se préparent pour un déploiement nocturne jusqu'au champ de bataille. L'obscurité dissimule l'ensemble de dunes les plus hautes et les plus abruptes de Grande-Bretagne. Les soldats et les blindés devront bientôt affronter le Moyen-Orient et cet environnement extrême constitue un test idéal. Vous devez éteindre tous vos phares et vous diriger seulement à l'aide de vos caméras et de vos lunettes de vision nocturne. Je ne veux voir aucune lumière à moins que vous envoyiez un signal de détresse, qu'il y ait un risque d'accident ou que quelqu'un soit blessé. La traversée mouvementée de la rivière a retardé l'opération de plusieurs heures. À présent, les soldats doivent combattre la fatigue et prouver qu'ils sont capables de manœuvrer leur véhicule sur un terrain semblable à celui qu'ils devront affronter en situation de combat. Mais quelques minutes avant l'assaut nocturne, un des Vikings s'immobilise soudainement. Cette rude journée est venue à bout des flexibles de frein qui se sont rompus et qui fuient. Les freins ne fonctionnent plus, alors on ne peut pas s'aventurer sur le terrain. On ne peut plus l'utiliser. Toute l'unité est au repos forcé pendant que les mécaniciens des Royal Marines travaillent d'arrache-pied pour réparer l'avarie. Il est 4 heures du matin passé lorsque le Viking endommagé est de nouveau en état de marche et le soleil pointe à l'horizon. On va bientôt débuter l'exercice sur le terrain. C'est l'endroit parfait pour vous montrer exactement ce dont est capable le Viking. Les recrues à bord du Viking ont traversé une nuit éprouvante et ce n'est pas terminé.
Un terrain difficile les attend, mais ils peuvent enfin montrer de quoi ils sont capables. Continue. Allez, plus à gauche. Virage à droite. Continue. Allez, donne plus de puissance. Allez, continue. Super. Le dernier défi consiste à escalader une dune dont le degré d'inclinaison atteint les 50%. Mais la puissance brute du Viking a raison des pentes abruptes et du sable. Sous son capot, il y a suffisamment de puissance pour grimper une pente verticale. 0. Savez-vous quand vous serez arrivé à destination? À vous. Ouais, 15 minutes maximum. On est sur le chemin du retour. Bien reçu. L'entraînement est rude pour les hommes et les machines, mais les Royal Marines doivent être prêts pour le combat. Écoutez, bon, ça a été dur. Avec tous ces problèmes, on n'a pas eu une minute de répit. Les gars savent maintenant ce qu'ils peuvent accomplir et quelles sont leurs limites. C'est essentiel avant de mener ce véhicule au combat. L'escadron de transport blindé de 2011 a réussi sa formation et il est prêt pour emmener le Viking au combat. À la mine Ray, l'équipe de mécaniciens ne ménage pas ses efforts pour réparer le système hydraulique de la plus grande chargeuse sur pneus au monde, la L2350. Il y a une fuite. On a appelé les mécaniciens pour la réparer. Sans le liquide hydraulique, le bras de la chargeuse est paralysé. Ils doivent réparer la fuite et éliminer le liquide en toute sécurité avant de reprendre l'extraction. La production tourne au ralenti pendant ces opérations. L'équipe chevronnée effectue cette réparation complexe en quelques minutes. Mais il est déjà 16h30. Il ne reste que 2 heures avant qu'une autre équipe prenne le relais. Bien que les 3 pelles mécaniques travaillent sans relâche, il manque 80 000 tonnes de minerais pour atteindre l'objectif du jour. Billy décide de redoubler d'efforts. Allez, plus vite que ça! Il envoie la L2350 travailler aux côtés de la pelle mécanique. Avec les 2 machines en tandem, les ouvriers extraient des centaines de tonnes à la minute. Ils remplissent un camion après l'autre, mais le temps s'écoule rapidement. Encore un effort. À peine quelques minutes avant la fin de la journée, l'équipe atteint son objectif de 250 000 tonnes de minerais. Billy sait que c'est grâce à une machine en particulier. Ça a été une journée pénible pour les hommes et leurs machines, mais elle a été couronnée de succès. C'était terrible, les gars. Super. Quelle rude journée, mais on a réussi. C'est l'heure d'une bonne bière fraîche. Malgré les 50 degrés, les éclairs et la pluie battante, les mineurs ont réussi à extraire 1/4 million de tonnes de cuivre en une seule journée. Une journée de boulot ordinaire pour Eric et son incroyable chargeuse.